La Thaïlande est l'un des principaux acteurs économiques de l'Asie du Sud-Est. Non seulement elle est l'une des plus grandes économies de la région, mais elle est également un fournisseur incontournable de certains des biens les plus essentiels et les plus sous-estimés du monde. Elle est stratégiquement située le long des routes commerciales les plus fréquentées du monde et elle est devenue un centre étonnamment populaire pour une nouvelle ère de main-d'œuvre qui va à l'encontre de la tendance à la migration mondiale. Mais ce qui est vraiment remarquable à propos de la Thaïlande, c'est qu'elle continue à se développer. Pour une économie en développement et en voie d'industrialisation, cela ne semble pas très surprenant, mais il existe aujourd'hui dans le monde de nombreuses économies qui devraient être très prospères en raison de leur dotation en ressources naturelles, de l'importance de leur main-d'œuvre, de leur position géographique, ou simplement parce qu'elles possèdent des industries majeures et qui ne le sont toujours pas. La Thaïlande, en revanche, est l'un des pays les plus politiquement instables de la planète. Au cours du siècle dernier, ce petit pays a connu en moyenne 2 coups d'état militaires tous les 10 ans. Son gouvernement a été renversé plus souvent qu'il n'a été réélu pacifiquement, ce qui rend la gestion des affaires économiques difficile. C'est le moins que l'on puisse dire. En outre, le pays a été l'une des économies régionales les plus durement touchées par la crise financière asiatique, la crise financière mondiale et la pandémie de grippe aviaire, mais ses perspectives de croissance restent relativement positives. Donc, qu'est-ce qui a rendu l'économie thaïlandaise si étrangement résistante à ces défis économiques? Qu'est-ce qui a alimenté son dernier cycle de croissance? Et enfin, les défis actuels seront-ils aussi faciles à relever? Une fois que nous aurons répondu à toutes ces questions, nous pourrons placer la Thaïlande sur le tableau de classement de l'économie expliquée. Pour comprendre le fonctionnement économique de la Thaïlande, il convient de mentionner quelques faits historiques qui la rendent unique par rapport à ses voisins. Hormis quelques petites invasions ici et là, le pays est le seul territoire d'Asie du Sud-Est à avoir échappé à la domination coloniale directe. En outre, tout en servant de zone de séparation entre les colonies françaises et britanniques, il a réussi à jouer le rôle de plaque tournante pour le commerce. Après l'ouverture du canal de Suez, la Thaïlande est devenue le premier exportateur de riz de la région, une tendance qui se poursuit encore aujourd'hui. Bien que cette série d'événements puisse sembler profitable aux dirigeants et au peuple thaïlandais, la prospérité économique de la Thaïlande a souvent été dissociée du public par des technocrates qui géraient l'essentiel des échanges alors que le pays continuait à s'industrialiser. Les avantages nationaux n'ont pas encore été réalisés et cette tendance s'est poursuivie pendant des décennies. En fait, l'économie thaïlandaise telle qu'elle existe aujourd'hui a réellement démarré au milieu des années 80, lorsque l'accord du Plaza a déprécié le dollar américain par rapport aux devises du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne de l'Ouest et surtout du Japon. Bien sûr, la Thaïlande n'était pas du tout impliquée dans cet accord et n'utilisait même aucune des monnaies directement concernées. Mais ce nouvel accord, conclu principalement entre des pays situés à l'autre bout du monde, a profondément modifié le royaume. La première phase a été lancée lorsque la Thaïlande a rétabli le taux de change de sa monnaie, le baht, à 25 pour 1 dollar américain en 1984. L'objectif de l'accord du Plaza était de dévaluer le dollar. En théorie, cela devait permettre de réduire le déficit commercial des États-Unis et de rendre les exportations plus compétitives afin de stabiliser les échanges avec le Japon. Quoi qu'il en soit, cet accord a également dévalué la monnaie thaïlandaise puisqu'elle était rattachée au dollar. L'accord a rendu la monnaie japonaise plus précieuse, rendant les exportations plus chères et donc moins compétitives. Ce qui a poussé les fabricants japonais à trouver des moyens créatifs de réduire leurs coûts. Le marché chinois venait tout juste de s'ouvrir, et le Japon a commencé à s'intéresser à l'avantage commercial stratégique que représentait la Thaïlande, au carrefour de la mer de Chine méridionale et du détroit de Malacca, un canal privilégié pour le transport maritime entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Le moment ne pouvait être mieux choisi, car la Thaïlande s'efforçait de déréglementer les industries et d'ouvrir ses portes à davantage d'investissements étrangers, ce qui a largement contribué à inciter les entreprises japonaises à franchir le pas et à implanter des usines et des activités dans le pays, en formant la main-d'œuvre pour la faire passer du statut d'agriculteur à celui d'ouvrier d'usine. Cela a également permis et encouragé la Thaïlande à passer de l'autosuffisance agricole à un modèle d'exportation des biens qu'elle pouvait produire de la manière la plus compétitive et à importer tout ce dont elle avait besoin avec l'argent qu'elle tirait de la vente de ces biens, ce qui a entraîné toute une série d'avantages nationaux attendus depuis longtemps. Ce processus d'industrialisation a également aidé l'agriculture, qui est passée d'une simple agriculture de subsistance à une agriculture relativement mécanisée au cours de cette période, ce qui a permis à un plus grand nombre de personnes de déposer leurs outils agricoles et d'obtenir des emplois mieux rémunérés dans les usines. Il s'agit d'une histoire qui s'est produite dans des dizaines de pays à travers le monde au cours des 40 dernières années. Mais ce qui a rendu l'économie thaïlandaise si intéressante, c'est l'étrange résistance dont elle a fait preuve face aux défis économiques à venir. Cela peut s'expliquer par les événements qui ont précédé la crise financière asiatique. Pendant un certain temps, les changements économiques en Thaïlande ont entraîné un boom du marché, le baht étant lié au dollar à un taux fixe.
Ce lien a rendu les investissements étrangers plus attrayants, car les investisseurs n'avaient pas à s'inquiéter de l'impact des fluctuations du taux de change sur leurs revenus. Enfin, tant que la monnaie thaïlandaise restait alignée sur le dollar. Bien entendu, d'autres éléments sont venus jeter de l'huile sur le feu. Les investisseurs étrangers pouvaient exiger des taux d'intérêt relativement élevés sur leurs prêts, ce qui incitait les institutions à contracter des emprunts dans leur monnaie nationale pour les échanger contre le baht thaïlandais. En outre, les emprunteurs pouvaient contracter et rembourser des prêts suite à l'acceptation par la Thaïlande de l'article 8 du Fonds monétaire international en 1990, visant à ouvrir le système financier thaïlandais à la communauté internationale. Cette stratégie de prêt était un moyen de réaliser un pur profit grâce à des taux plus élevés basés sur l'ancrage de la monnaie thaïlandaise. Cela signifie que beaucoup d'argent affluait en Thaïlande pour financer son expansion, ce qui était très bien, mais à un certain moment, le pays n'avait plus besoin d'investissement, et tout ce que cela faisait, c'était de faire grimper le prix des actifs. L'afflux massif d'argent chaud, de prêts risqués et de capitalisme de connivence a fait que le système bancaire thaïlandais n'était pas suffisamment réglementé lorsqu'il s'agissait d'accorder des prêts aux entreprises. En l'absence d'une évaluation correcte des risques, et en raison de la dépendance de la Thaïlande à l'égard du dollar américain, le système s'est transformé en un château de cartes instable, dont 3 éléments majeurs ont finalement provoqué l'effondrement. Tout d'abord, les États-Unis ont augmenté leur taux d'intérêt au milieu des années 1990 pour lutter contre l'inflation. Cette décision a rendu moins rentable la méthode d'échange du baht, qui consiste à contracter des prêts dans un pays et à en accorder en Thaïlande. La hausse des taux d'intérêt a finalement entraîné une appréciation du dollar, qui a entraîné une appréciation du baht, ce qui a provoqué une baisse des exportations internationales. Ensuite, la Chine a enfin réussi à ouvrir suffisamment ses portes pour être compétitive sur la scène mondiale, en exportant suffisamment pour défier même ses voisins les plus éloignés. Enfin, les industries non rentables, comme l'immobilier, ne pouvaient pas rentabiliser leurs investissements en raison des taux d'intérêt élevés. L'expansion a été largement alimentée par des investissements dans des terrains, des propriétés résidentielles, des appartements et des bureaux, créant un marché hautement spéculatif dans le secteur, ce qui l'a rendu très vulnérable. Lorsque la bulle a éclaté, les prêts ont été remboursés en masse, écrasant les banques qui jouaient le jeu de la précarité. Cela n'augurait rien de bon pour la Thaïlande. Aux yeux de ceux qui mettaient de l'argent dans la machine, les marchés asiatiques, et la Thaïlande en particulier, étaient désormais considérés comme des navires en perdition, et tout le monde voulait sauter rapidement. Ils sont donc tous allés récupérer leur argent, ce qui leur a fait baisser la valeur du baht thaïlandais sur les marchés d'échange, mais comme la valeur de la monnaie était indexée, le gouvernement a dû en faire remonter le prix en vendant des dollars. Pour rester dans la métaphore, la coque est maintenant percée, et la Thaïlande est obligée de se débarrasser de tout pour tenter d'arrêter de couler. Et c'est là que les choses se gâtent vraiment. Hémorragie de liquidités, ainsi que de la confiance internationale, la Thaïlande n'a eu d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt, à court terme, de 25%. En théorie, lorsque tout va bien, cela semble être un coup de force. En gros, si l'on voit des taux d'intérêt de 10%, cela peut sembler un bon investissement. Mais si l'on voit des taux d'intérêt de 20%, cela commence à ressembler à une tentative désespérée d'obtenir de l'argent par tous les moyens nécessaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les réserves de change thaïlandaises étant épuisées, le marché boursier du pays s'est effondré. Le baht s'est effondré, tout comme les autres monnaies asiatiques. Les entrées de capitaux ont ralenti, certains se sont même inversés. À la fin de 1997, le baht avait perdu la moitié de sa valeur, passant d'environ 26 pour un dollar à 53 en janvier 1998. Pour couronner le tout, le taux de chômage a triplé, passant de 1,5% à 4,5%, ce qui n'est peut-être pas si mal du point de vue d'une économie avancée où les taux de chômage se situent normalement autour de 4%. Mais la Thaïlande a très peu de sécurité sociale, et elle a également des normes d'emploi beaucoup plus basses, ce qui signifie que son taux est normalement beaucoup plus bas. En bref, si le taux de chômage atteint ce niveau, c'est la fin de la partie pour beaucoup, et les gens connaîtront inévitablement une grande pauvreté. Toutefois, dans le chaos qui a éclaté sur les marchés asiatiques, il y a une lueur d'espoir pour la Thaïlande, et elle est liée à la façon dont elle a dépensé l'argent quand tout allait bien. Une grande partie des investissements reçus par le pays ont été consacrés aux infrastructures, construction de routes, de ports, de réseaux électriques, d'aéroports, de logements et de tout ce que le pays pouvait imaginer pour améliorer sa productivité. Cela signifie que même si les caisses étaient vides, la Thaïlande disposait de nombreux outils pour rebondir rapidement, et c'est ce qui a permis d'amorcer une reprise au début des années 2000. Un autre aspect du retour de la Thaïlande à la croissance est lié à sa monnaie, qui a été autorisée à flotter et à perdre de la valeur, ce qui a permis à ses exportations de redevenir plus compétitives. La décision du pays d'adhérer au Fonds monétaire international, FMI, en 1949 s'est également avérée responsable sur le plan fiscal. Après avoir remboursé ses emprunts, le pays a été renfloué avec 2 décennies d'avance sur les prévisions initiales.
Ils y sont parvenus en se concentrant sur l'économie réelle à l'intérieur de leurs frontières, tout en ajoutant un niveau plus élevé de prudence et de discipline générale à leur économie axée sur l'exportation. Cette évolution en particulier a presque été une bénédiction déguisée, car ils ont appris très tôt qu'une forte dépendance à l'égard des institutions financières et de la spéculation les rendrait vulnérables s'ils devaient faire face à des crises similaires. En misant sur les exportations, ils ont fini par être l'un des rares grands pays à éviter une exposition totale à la suite de la crise financière mondiale de 2008. Bien sûr, personne n'a complètement échappé à la crise, mais cela a permis à la Thaïlande de rebondir bien plus vite que nombre de ses concurrents. En outre, comme nous l'avons déjà mentionné, l'utilisation du détroit de Malacca et la réputation légendaire de la Thaïlande en matière d'exportation de riz ont été une aubaine, et même cela est un peu exagéré. Le riz est considéré comme un bien inélastique, ce qui signifie que lorsque le prix de ce bien varie, la quantité demandée ne change pas de manière significative, car il s'agit d'une forme de subsistance plus ou moins essentielle pour des milliards de personnes. Étant donné que la Thaïlande est située à proximité d'un grand nombre de pays qui considèrent le riz comme un aliment de base, voire une nécessité, il y aura toujours un grand nombre de consommateurs désireux de l'acheter. Cela signifie que, même s'il ne s'agit pas de l'exportation la plus rentable, il y aura toujours une demande. Cette situation géographique n'est pas seulement bénéfique pour la compétitivité du commerce mondial, mais aussi pour l'environnement qui l'accompagne. Qu'il s'agisse des plages de Koh Samui, des paysages luxuriants de Phuket ou de la fête à Bangkok, la Thaïlande est un monument culturel mûr pour le tourisme. Cette situation, associée aux améliorations susmentionnées des infrastructures, en a fait un point névralgique mondial. Mais il y avait, et il y a toujours, des obstacles considérables à franchir pour maintenir cette situation. Avant la pandémie, la Thaïlande était le 8e pays le plus visité de la planète, Bangkok étant la ville la plus visitée au monde. C'est le tourisme qui s'est taillé une place parmi les plus grandes industries thaïlandaises, représentant environ 20% du produit intérieur brut, PIB. En 2009, la Thaïlande a gagné 90 milliards de dollars américains grâce au tourisme national et international. Mais la pandémie a fait chuter les recettes à 24 milliards de dollars en 2020. Il est surprenant de constater que malgré la perte de fréquentation et la reprise progressive, la Thaïlande se porte toujours bien. Un grand nombre de voyageurs visitent la Thaïlande et ne peuvent s'empêcher d'y rester pendant de longues périodes. Le pays est devenu un point névralgique pour les nomades numériques qui sont attirés par le faible coût de la vie, le bon fonctionnement de l'Internet et une culture relativement favorable aux entreprises. Sa croissance a été plus lente que dans les années 1980 et 90, mais c'est potentiellement un signe que les choses sont plus stables et durables. Après tout, une augmentation rapide du PIB n'est pas souvent le signe d'une prospérité durable. Bien sûr, il est facile de supposer que cela pourrait se transformer en une situation trop familière, où les travailleurs étrangers et d'autres acheteurs affluent pour faire de grosses acquisitions, tandis que les locaux sacrifient l'accessibilité pour favoriser la participation étrangère. Mais la Thaïlande semble avoir réglé ce problème. Le pays est très accueillant pour les travailleurs étrangers, et même pour les étrangers qui souhaitent créer leur propre entreprise dans le pays ou acheter une maison, mais il y a des limitations sévères sur des choses telles que la propriété de biens immobiliers qui ne sont pas utilisés comme résidence principale. Cela tend à créer juste assez d'incitation pour la participation étrangère sans pour autant renoncer de manière significative au secteur de la richesse souveraine. Les nomades ont le plaisir de participer à un marché en expansion, tandis que les Thaïlandais se nourrissent de la plus grande part du gâteau. C'est une méthode qui, en théorie, offre des avantages universels à tous. En outre, la Thaïlande pourrait y trouver son compte, car ces personnes apportent beaucoup d'argent à l'économie locale et diffusent également leurs connaissances techniques dans le cadre de ce que l'on appelle l'exode inverse des cerveaux. Avec tous ces atouts, la Thaïlande pourrait être l'économie à surveiller dans la région, car la Chine est actuellement aux prises avec les mêmes problèmes qu'elle a déjà rencontrés il y a 30 ans. Mais il y a une chose. La Thaïlande a un problème de coup d'État, et il y en a beaucoup, le plus récent ayant eu lieu en 2014, et il y en a eu 19 depuis 1932. Cela tuerait la plupart des économies car les touristes auraient trop peur de voyager, les entreprises auraient trop peur de fonctionner sans une paranoïa constante, et les investisseurs s'inquiéteraient de voir le prochain gouvernement prendre le pouvoir et s'emparer de leurs actifs. Mais, et c'est un grand mais, en Thaïlande, cela ne s'est pas vraiment produit parce qu'il existe une culture du coup d'État au sein de l'élite. En fait, le pays est tellement habitué au coup d'État que c'est devenu une habitude et que la plupart des entreprises opèrent dans le pays en sachant que si un nouveau gouvernement veut s'emparer du pouvoir, il ne pourra pas trop gâcher les choses. Cela peut sembler incroyablement étrange vu de l'extérieur, mais c'est essentiellement ainsi que les choses fonctionnent. Le modèle interventionniste de la Thaïlande a été renforcé par le statut spécial du roi et de la famille royale, qui ont été protégés par l'armée à presque n'importe quel prix. La défense de l'institution de la monarchie, officiellement considérée comme le sommet de la vie sacrée et séculaire de la Thaïlande, est la première exigence de la sécurité nationale.
Pour cette raison, tous les coups d'État militaires qui ont eu lieu en Thaïlande au cours de cette période ont dépendu de l'approbation du public, ce qui protège la monarchie, en particulier lorsqu'il s'agit de démanteler les oligarchies et les grandes fortunes. Le rééquilibrage du pouvoir économique est un résultat presque inévitable après un coup d'État, qui remonte à 1932. Dans le cas de Thaksin, sa fortune dans les télécommunications était une cible évidente. Les coups d'État continueront très probablement à se produire, mais il s'agira essentiellement d'une escarmouche féodale isolée visant à obtenir l'approbation d'une famille que l'on considère depuis des générations comme sacrée et intouchable, laissant de fait les étrangers et la plupart des citoyens mener leurs affaires comme d'habitude afin de maintenir le statu quo. Pour cette raison, et bien d'autres, la Thaïlande est un peu un paradoxe économique, dont le reste du monde peut tirer de nombreuses leçons, ne serait-ce que par sa gestion de l'immigration qualifiée au sein d'une population encore relativement pauvre, qui fait honte à d'autres pays bien mieux établis. La question de savoir dans quelle mesure cette méthode peut être appliquée à son propre pays est à débattre, mais pour l'économie thaïlandaise, du moins pour l'instant, tout semble être sur la bonne voie, du moins jusqu'au prochain coup d'État. Il est maintenant temps de placer la Thaïlande dans le classement de l'économie expliquée. En commençant comme toujours par la taille. Le pays a un PIB d'un peu plus de 500 milliards de dollars, ce qui en fait la 4e économie d'Asie derrière l'Indonésie, le Japon et bien sûr la Chine. Cela en fait une économie mondiale majeure rien que par sa taille et lui vaut un 7 sur 10. Ce PIB est réparti sur une population de 71 millions d'habitants, ce qui signifie qu'en dépit de ces chiffres nominaux élevés, son PIB par habitant n'est que de 6 910 $, soit environ la moitié de la moyenne mondiale. La situation s'améliore pour toutes les raisons que nous avons explorées dans cette vidéo, mais pour l'instant, la Thaïlande n'en est qu'au début de son processus de développement et obtient la note de 3 sur 10. La stabilité et la confiance ne sont pas très bonnes. Bien que le pays soit le théâtre des coups d'État politiques les plus réfléchis au monde, ceux-ci ont toujours un impact sur les fonctions économiques régulières. Ajoutez à cela des problèmes de corruption persistants, une dépendance à l'égard de quelques industries sélectionnées, et le pays ne peut obtenir plus de 5 sur 10. La croissance a été très forte. Bien qu'elle n'ait pas été aussi rapide que la première vague d'industrialisation des années 1980, le pays a presque doublé sa production économique au cours de la dernière décennie. Et ce, même après l'effondrement du tourisme causé par la pandémie mondiale, une industrie qui se rétablit rapidement et qui devrait se refléter dans les chiffres de production de l'année prochaine, même si pour l'instant elle obtient un 9 sur 10. L'industrie est forte et d'une diversité impressionnante. Le pays reste une grande puissance agricole, mais il exporte également une gamme de produits relativement avancée. Le pays n'a cependant pas beaucoup d'entreprises ou d'industries mondiales propres, et sa forte dépendance à l'égard du tourisme ne lui permet d'obtenir qu'un 6 sur 10. Au total, la Thaïlande obtient une note moyenne de 6 sur 10, exactement comme le Bangladesh et les Philippines, deux de ses plus proches rivaux régionaux. Vous devriez pouvoir cliquer sur la vidéo que nous avons réalisée sur ces deux économies sur votre écran, maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao.